Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser, grâce à cette fondation, le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation Rockefeller supportent exclusivement des écoles médicales et des hôpitaux. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle race d'entreprises, les fabricants de médicaments synthétiques brevetés. Les vitamines et autres micronutriments rendent impossible le développement de toute activité commerciale basée sur les médicaments brevetés. En effet, les produits d'origine naturelle ne peuvent être brevetés. Ils sont donc totalement ouverts à la concurrence. L'élimination de la concurrence indésirable des micronutriments naturels devient donc une question de vie ou de mort pour le commerce pharmaceutique dès la fin de la Première Guerre mondiale. La fondation Rockefeller profite de l'épidémie de grippe espagnole de 1918 et utilise les médias pour lancer une chasse aux sorcières contre tous les médicaments qui échappent à ses brevets. Au cours des 15 prochaines années, toutes les écoles médicales des États-Unis et la plupart des hôpitaux deviennent des pions sur l'échiquier stratégique de Rockefeller pour mettre l'ensemble du secteur de la santé sous le monopole de ces entreprises pharmaceutiques. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, un premier cartel chimico-pharmaceutique est créé pour s'opposer à la conquête du marché mondial des médicaments par le seul Rockefeller. Dirigé par les multinationales allemandes Bayer, BASF et Hoechst, le cartel IG Farben est créé. Le cartel IG Farben, tout aussi insatiable, apportera son soutien à un politicien allemand qui leur promet de conquérir le monde par la force des armes. Grâce aux millions de dollars investis en campagne électorale, ce politicien prend le pouvoir en Allemagne, transforme la démocratie allemande en dictature et tiendra sa promesse de lancer une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée d'Hitler, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques et à les intégrer gratuitement à l'empire IG Farben. IG Farben teste ces substances pharmaceutiques brevetées sur les prisonniers des camps de concentration. Les paiements de ces études inhumaines sont directement transférés des comptes bancaires de Bayer, Hoechst et BASF sur les comptes bancaires de la SS, organisation militaire responsable des camps de concentration. À la fin de la guerre, les actions industrielles de IG Farben sont absorbées par le trust Rockefeller, Rothschild et JP Morgan. Le tribunal de Nuremberg a jugé 24 directeurs de Bayer, BASF et Hoechst, et d'autres responsables du cartel IG Farben, pour crimes contre l'humanité. En 1944, Nelson Rockefeller faisait déjà partie de la direction exécutive du gouvernement américain. Débutant comme sous-secrétaire d'État, il est devenu en quelques années conseiller spécial du président Truman pour les affaires spéciales. Nelson Rockefeller s'est assuré que les vrais coupables ne seraient pas pendus. En effet, il avait alors besoin d'eux. Après seulement quelques années, les directeurs d'IG Farben, jugés à Nuremberg, sortent de prison et retrouvent leur position précédente pour gérer les intérêts des nouveaux propriétaires, les Rockefeller. Rockefeller a aussi aidé à la création de l'OMS, en la finançant dès le début via sa fondation. L'Office mondial de la santé est un organisme largement influencé par le cartel pharmaceutique. Son objectif principal est de développer l'industrie du médicament à travers le monde et de protéger les intérêts des grands groupes pharmaceutiques. L'industrie du pétrole mise à part, le business de la maladie
fait plus de profit que n'importe quelle autre industrie sur Terre. En fait, il est plus rentable que l'automobile, la chimie et l'aviation confondues. Il faut plusieurs millions d'euros pour financer les études permettant la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Mais aucune entreprise pharmaceutique ne financera l'étude sur des produits naturels non brevetables. Autrement dit, s'il existait un remède naturel contre le cancer, aucune entreprise pharmaceutique n'en ferait la promotion. D'ailleurs, si un remède simple contre le cancer existait, ce serait une catastrophe économique pour le cartel pharmaceutique. Et le pouvoir de lobbying du cartel pharmaceutique est extrêmement important. Nous pouvons donner quelques exemples. En 2005, le gouvernement américain débloque un budget de 1,5 milliard de dollars pour l'achat de 20 millions de doses de Tamiflu pour lutter contre l'épidémie imminente de grippe aviaire. Donald Rumsfeld, alors membre du gouvernement, est l'ex-PDG de la société fabriquant le Tamiflu. Cette grippe aviaire ne fera aucun mort aux USA. Le Tamiflu, par exemple, bon, tout le monde sait que ça a été un bid terrible. Lorsqu'il a été préparé, lorsqu'il y a eu le dossier lourd... Un bid terrible dans quelles circonstances, voilà. Bon, ça a été un médicament qui a été développé dans l'indication de la grippe. Bon, tout le monde sait qu'il n'est pas très efficace, qu'il peut être extrêmement toxique, etc. Bon, et aujourd'hui, alors que, compte tenu de toutes les études qu'on a faites, dans les indications normales, on a vraiment des certitudes extrêmement faibles de bons rapports bénéfices-risques, et c'est pareil pour le vaccin contre la grippe, on pourrait développer. On nous dit, sur ce virus que personne connaît, sur ce virus qui est tellement effrayant parce qu'on ne connaît pas, on dit, le Tamiflu, ça marche, mais c'est ahurissant. Mais attendez, un médecin vous prescrit du Tamiflu pour votre grippe, vous le prenez pas, vous le jetez direct à la poubelle. Et puis je ne vais pas l'acheter parce que j'ai quand même pitié des finances de la Sécu. C'est une honte. Un moyen communément admis pour être efficace afin d'éliminer une maladie est la vaccination. En mai 2009, l'OMS, probablement sous l'impulsion du cartel pharmaceutique, a changé la définition officielle d'une pandémie. Elle est passée d'une définition logique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale avec un taux de mortalité élevé, à une définition illogique, une pandémie est une contagion à l'échelle mondiale. N'importe quelle grippe saisonnière est donc une pandémie. Cependant, nous n'entendrons parler que de la grippe A. Sur 6 millions de personnes convoquées dans le cadre de cette campagne de vaccination, 1 million de Français se sont déjà fait vacciner. Ce sont des Français qui ont compris l'importance de se vacciner pour soi et l'importance de se vacciner pour protéger les autres. Et vous avez eu raison de signaler les formes extrêmement graves que peut revêtir cette épidémie de grippe A. Il y a par exemple 10 décès supplémentaires qui ont été enregistrés avec ces formes graves lors du dernier week-end. François, cette grippe-là, elle est moins dangereuse. Bon, si on s'en tient par exemple aux chiffres de l'Institut de veille sanitaire, pour chaque grippe saisonnière, on a entre 1500 et 500 décès. Mon voisin de droite a parlé tout à l'heure de l'Australie, nous avons les chiffres. Eux, ils ont terminé leur épidémie, donc ils peuvent faire des bilans. Bon, en Australie, si on rapporte, il y a à peu près le tiers de la population française, donc si c'était une grippe normale, on aurait compté entre 500 et 1700 décès. Eh bien, ils en ont eu, la saison est finie, 186. C'est-à-dire beaucoup moins 186. que ce qu'on disait. Donc si vous voulez, encore une fois, les Français pensent comme moi, bien sûr qu'il va y avoir des décès, mais est-ce qu'il y en a plus que d'habitude? La réponse est non, et alors par conséquent, à qui profite tout cet alarmisme? Alors, on va poser la question, mais je voudrais qu'on revienne en images maintenant sur cette mobilisation dans les...
Baxter, que vous connaissez, a mélangé au mois, je ne me souviens plus maintenant si c'était en février ou mars, février-mars, a mélangé le virus de la grippe aviaire H5N1 avec un virus, une souche de virus de la grippe humaine H3N2. Par accident. J'ai parlé avec des biologistes qui m'ont dit que c'est strictement impossible parce que les mesures de sécurité dans des laboratoires de biologie sont telles qu'il est impossible d'avoir ce genre d'accident. Impossible, sauf si c'est fait exprès. Et puis, ils ont envoyé 72 kilos de matériel contaminé à 16 laboratoires dans 4 pays, dont l'Autriche et la Tchéquie. La Tchéquie, c'est à côté de l'Autriche, en Europe. Et un laborantin en Tchéquie, plus consciencieux que les autres, et qui n'avait pas peur pour ses fesses, s'est rendu compte que quand il injectait le mélange venant de chez Baxter, tous ces furets mouraient. Tous. Il l'a signalé à ses supérieurs qui lui ont dit de ne rien dire. Donc il a informé la presse nationale, personne n'a voulu le relayer. Et finalement, il l'a dit à un journaliste local, qui lui n'avait pas peur pour ses fesses non plus, et qui l'a écrit dans le petit journal local. Le hasard a fait qu'une dame, qui s'appelle Jane Burgermeister, on peut l'applaudir, journaliste d'investigation, le hasard faisait qu'elle habitait justement le petit patelin où cet article est sorti dans le journal local. Et elle a commencé à faire son enquête. Et aujourd'hui, elle traîne devant les tribunaux l'OMS en cours, le CDC, le Center of Disease Control, Barack Obama, la banque Rockefeller, la banque Rothschild, etc. Et là, aujourd'hui, nous sommes des milliers, des centaines de milliers à être au courant de ce qui était en train de se préparer pour nous foutre des merdes dans les veines. Retour sur le lancement d'un autre vaccin, le Gardasil du laboratoire Sanofi. Depuis 2006, une campagne de publicité alerte les Français sur une maladie dont on parlait peu auparavant, le cancer du col de l'utérus. Chaque année, 3500 femmes sont dépistées et 1000 femmes en meurent. Des spots inquiétants sont diffusés à la télé aux heures de grande écoute. Le papillomavirus, qui peut toucher la plupart d'entre nous, et dès l'adolescence. Mais des moyens de prévention existent pour éviter ce cancer. Ce spot ressemble à une campagne du ministère de la Santé. Mais en fait, il est réalisé avec le soutien du laboratoire Sanofi Pasteur. C'est écrit en tout petit, en bas de l'écran. Dans une autre pub, Sanofi Pasteur met à nouveau en garde contre le risque de cancer. Et à la fin du spot, il propose sa solution, le vaccin Gardasil. Aujourd'hui, avec le vaccin Gardasil, vous pouvez mieux la protéger contre certains virus responsables du cancer du col de l'utérus. Ces virus sont transmis par contact sexuel et peuvent toucher la plupart des femmes dès l'adolescence. C'est pourquoi la vaccination est recommandée et remboursée pour les jeunes filles de 14 ans et pour celles de 15 à 23 ans. Le message est clair, il faut vacciner toutes les jeunes filles à partir de 14 ans. Parlez-en à votre médecin, c'est important. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris. Le docteur Borne y exerce en tant que gynécologue. Pour elle, le vaccin Gardasil de Sanofi Pasteur est une avancée révolutionnaire. Elle le prescrit à toutes ses patients. Tes amis sont vaccinés? Pas de question, mes amis ne sont pas vaccinés. Pas encore vaccinés? Non, pas encore. Bon, alors il va falloir leur expliquer alors maintenant. Vous pensez que c'est possible que ça soit classé dans les vaccins obligatoires? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. C'est envisageable? C'est un rêve de gynécologue. Voilà. Le vaccin nécessite 3 injections, donc 3 consultations chez le médecin. Chaque dose coûte 120 €, 360 € pour une vaccination complète. 65% de cette somme est remboursée par la sécurité sociale. C'est tout petit, hein. En France, en 3 ans, plus d'1 million de jeunes filles ont déjà été vaccinées avec le Gardasil. Chiffre d'affaires pour Sanofi Pasteur, 350 millions d'euros. Coût à la charge de la Sécu, environ 146 millions d'euros par an. Le docteur Hélène Borne reconnaît qu'elle intervient dans les congrès médicaux pour le compte de plusieurs laboratoires, dont Sanofi Pasteur.
Ça ne peut pas poser un problème en termes d'impartialité Non, parce que moi, mon but, c'est de ne plus voir de cancer du col chez la femme jeune. Comme pour les médicaments anti-cholestérol, quelques voix dissidentes commencent à contester le discours officiel de l'industrie pharmaceutique. Nous nous rendons au Canada. Linda Lévesque est une chercheuse en pharmacologie réputée. Elle est en train de réaliser la première étude indépendante sur le Gardasil. Cette étude, non financée par l'industrie pharmaceutique, sera rendue publique en 2012. Linda Lévesque suit plus de 100 000 jeunes filles canadiennes de l'État d'Ontario qui ont été vaccinées avec le Gardasil. Selon elle, en l'état actuel des connaissances, l'efficacité du vaccin n'est pas prouvée. La controverse scientifique la plus importante pour moi est le fait que tout le monde parle en fonction, qu'on a des preuves scientifiques qui démontrent que le vaccin prévient le cancer du col et les décès dus au cancer, et il n'y a aucune donnée à ce niveau-là du tout. C'est quand même très différent de ce que dit le laboratoire, qui lui dit qu'on est absolument sûr que ce vaccin empêche le cancer du col de l'utérus. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui a été répété par plusieurs groupes, par des communautés médicales, par des sociétés professionnelles. Là, les parents qui font vacciner leurs jeunes filles, ils peuvent avoir des informations indépendantes sur le vaccin? Sur le vaccin, non. Pas selon mes connaissances. En tant que chercheur, j'aurais difficulté à obtenir ces mêmes informations moi-même. La polémique commence à prendre de l'ampleur au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ici, on dénonce les effets secondaires du Gardasil. 3 ans après son lancement, plus de 13 000 personnes ont déclaré officiellement avoir souffert d'effets secondaires. Hospitalisation, paralysie, thrombose, 38 personnes seraient mortes après la vaccination. Le lien de cause à effet n'a pas été établi pour l'instant. Mais pour les familles, le vaccin est bien la cause des décès. Nous sommes dans la banlieue de Washington. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Christina. Happy birthday to you. Happy birthday to Christina. Happy birthday to you. Love you. Mais Christina n'est plus là pour fêter ses 23 ans. Ensemble, nous pouvons faire le vœu que plus aucune jeune fille ne tombe malade à cause de ce vaccin. Qu'il soit retiré du marché et que des recherches scientifiques plus approfondies soient menées. C'est notre vœu, Chris. La jeune fille qui était jusque-là en pleine santé est décédée 12 jours après la 3e injection de Gardasil. Après la 3e injection, Chris a passé quelques jours à la maison, puis est retourné 10 jours à l'université. Et la police est venue frapper à ma porte pour me dire qu'ils l'avaient retrouvée morte dans son lit. À New York, nous rencontrons Mark Sadaka, l'avocat d'Emily Tarcel. Il affirme qu'il y a beaucoup d'autres victimes du Gardasil. Pour le Gardasil, j'ai 12 cas de jeunes filles mortes et un nombre incalculable de jeunes filles paralysées suite à ce vaccin en raison de l'adjuvant qui contient de l'aluminium. Chez certaines personnes, cela cause une réaction sévère de type allergique et ces personnes peuvent en mourir. Depuis, Emily Tarcel tente de regrouper les familles d'autres victimes présumées au sein d'une association. Elle veut porter l'affaire devant le Congrès américain, l'équivalent de notre Parlement. Elle espère obtenir un moratoire sur le Gardasil en attendant la publication des premières études indépendantes sur les effets secondaires du vaccin. Retour en France, nous sommes à Lyon. Ce centre de recherche développe de nombreux vaccins, dont ceux de Sanofi Pasteur.
C'est le docteur Jan Lerkmak de Sanofi qui nous reçoit sous la surveillance étroite du directeur de la communication. Il maintient que le Gardasil est efficace à 70%. Quant au décès suspect, il n'y croit pas. C'est pas parce qu'un effet survient après une vaccination qu'il est lié à la vaccination. Ensuite, il faut mettre des études en place pour s'assurer de la bonne tolérance des vaccins. C'est ça qui est fait depuis maintenant, depuis 2006, avec aujourd'hui plus de 50 millions de doses de Gardasil diffusées dans le monde, qui permet d'analyser les effets indésirables qui sont rapportés à la suite d'une vaccination. Et aujourd'hui, les autorités, les Américains l'ont fait récemment, les Français encore plus récemment, puisque l'Agence du médicament française a fait un communiqué il y a quelques jours seulement, pour nous dire, aujourd'hui notre analyse nous dit qu'il n'y a pas plus d'effets indésirables graves, parce que c'est cela qu'on veut surveiller, il n'y a pas plus d'effets indésirables graves chez les gens vaccinés que chez les gens qui n'ont pas été vaccinés. Et ça, c'est essentiel. En France, le Gardasil a été mis sur le marché par Sanofi Pasteur en 2006. Il a bénéficié d'un soutien actif du ministère de la Santé. Pour que le remboursement du vaccin par la Sécu soit autorisé, il fallait que le comité technique des vaccinations, une instance de 20 médecins dépendants du ministère de la Santé, rende un avis positif sur ce vaccin. Cet avis devait être rendu en avril 2007. Mais en février, 2 mois avant la décision des experts, Xavier Bertrand court-circuite tout le monde. Le ministre de la Santé annonce à l'Assemblée nationale qu'il autorise le remboursement du Gardasil de Sanofi Pasteur. Je n'ai pas voulu attendre la fin du mois de mars, alors que c'est vrai que normalement j'aurais dû attendre la fin du mois de mars pour lancer les études auprès de la Haute Autorité de Santé. Je l'ai déjà fait depuis plusieurs semaines de façon à ce que nous ne perdions pas de temps. Ce qui va nous permettre de pouvoir admettre au remboursement ce vaccin, mais un autre va arriver sur le marché avant l'été, c'est-à-dire avant le mois de juillet 2007. Un mois plus tard, Xavier Bertrand quittera son poste de ministre de la Santé. Pourquoi a-t-il décidé en urgence le remboursement du Gardasil par la Sécu? Malgré de nombreuses demandes d'interview, il n'a pas souhaité nous répondre. On s'est parlé plusieurs fois à propos d'une demande d'interview de M. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand attend l'avis d'une autre personne. Donc, je crois qu'il ne se sent pas le mieux placé en fait pour faire quelque chose. C'est quand même votre documentaire a l'air très spécialisé. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Non, c'est vraiment grand public, c'est pas spécialisé. Ah oui. L'idée, c'est comme c'est lui qui a pris la décision de lancer le remboursement du Gardasil, c'est vraiment lui qui doit s'exprimer sur ce point. C'est vraiment intéressant qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a lancé le remboursement du Gardasil sans même attendre l'avis du comité technique de vaccination. Je pense que ce serait vraiment important qu'il puisse... Je vais appuyer, j'attends, il faut en parler à son directeur de cabinet. Sans réponse de Xavier Bertrand, et pour savoir ce qui a motivé le remboursement en urgence du Gardasil, nous prenons rendez-vous avec le professeur Floret. Ce chercheur est le président du fameux comité technique de vaccination. Concernant l'intervention de Xavier Bertrand à l'Assemblée nationale, il ne souhaite pas la commenter. Qu'est-ce qui s'est passé? Xavier Bertrand a autorisé le remboursement avant d'attendre l'avis du comité technique de vaccination? Je n'ai pas de commentaire à faire sur ce point, mais encore une fois, les experts ont leur rôle, mais le choix est du domaine du politique. Ça vous a pas choqué qu'il n'attende pas l'avis du comité des vaccinations? On n'est pas à quelques semaines près, c'est étonnant, non? Je n'ai pas à commenter les décisions des ministres et des politiques. En région parisienne, le docteur Guirette, le médecin qui refuse tout contact avec les visiteurs médicaux, connaît bien l'affaire du Gardasil. Pour lui, le vaccin a été lancé sans étude de grande ampleur pour connaître son efficacité réelle. On aurait dû faire une étude, je ne sais pas, sur 20 000 jeunes filles, sur déjà 10 ou 20 ans, et voir vraiment l'efficacité de ce vaccin, avec des gens consentants. Or, cette étude n'est pas faite sur des jeunes filles qui sont consentantes du tout. Donc c'est un essai grandeur nature, on verra bien ce qui se passe. Mais pour le professeur Floret, il n'était pas possible de faire autrement. On reproche à ce vaccin d'avoir un côté expérimental, ça vous paraît pas... Expérimental, le mot est fort, beaucoup trop fort, mais encore une fois, quand on lance un nouveau vaccin, un nouveau produit,
un nouveau produit, on ne sait pas tout. Et on ne sait pas tout tant que le produit n'a pas été utilisé à large échelle. Il n'aurait pas été préférable d'attendre un petit peu, encore quelques temps, de savoir un peu mieux ce que donne ce vaccin dans l'avenir avant de le lancer comme ça à des millions de... Non, parce que si on avait vacciné une partie infime de la population, on n'aurait pas pu se rendre compte. En vaccinant toutes les jeunes filles, il sera donc possible de se rendre compte. En mars 2007, 2 mois après Xavier Bertrand, le comité technique de vaccination a finalement rendu un avis favorable sur le Gardasil. Pour information, en 2007-2008, sur les 20 membres du comité, 14 ont déclaré avoir des liens avec le laboratoire Sanofi. C'est-à-dire qu'ils ont participé à des études, rédigé des avis ou ont été invités en congrès par le laboratoire. 14 membres sur 20, dont le professeur Floret. Là, ce qu'on voit dans le conflit d'intérêts actuel du comité technique des vaccinations, c'est que sur 20 membres, il y en a seulement 6 qui n'ont pas de lien déclaré avec le laboratoire Sanofi. Oui. C'est pas problématique, ça? Tout dépend du type de lien. Le fait d'avoir participé à une étude sans rémunération personnelle, bon, l'industrie fait des choses qui sont des choses importantes. Hein. Quand vous devez autoriser tel ou tel vaccin, ça rentre forcément un petit peu en ligne de compte. Non. Non? Franchement, non. Quelques mois plus tard, en octobre 2007, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Santé, remet à Sanofi Pasteur le prix de la recherche pharmaceutique pour son vaccin Gardasil. C'est un grand plaisir, c'est vrai, de me retrouver devant vous pour remettre ce prestigieux prix de la recherche pharmaceutique qu'est le prix Galien, dont la réputation a dépassé nos frontières depuis des années. Vous me permettrez d'évoquer un souvenir personnel, puisqu'il y a quelques années, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique qui s'était vu remettre le prix Galien, et je me souviens encore, comme si c'était hier, de la joie et de la fierté de l'équipe quand nous avions eu ce prix. Donc j'ai un sentiment de très grande fraternité avec les équipes qui sont là ce soir. Et ce succès qui fait honneur à La ministre faisait allusion à ses 12 années passées comme visiteuse médicale dans un grand laboratoire pharmaceutique, AstraZeneca. Expérience qu'elle ne fait pas apparaître sur son CV officiel du ministère de la Santé. Pour Sanofi, le chiffre d'affaires réalisé avec le Gardasil depuis son lancement est d'au moins 350 millions d'euros. Dans tous les pays du monde, même les États-Unis et la Suisse, il est difficile aujourd'hui de trouver des molécules vraiment nouvelles. De sorte que l'industrie pharmaceutique est soumise à de grandes difficultés financières pour continuer à faire un gros chiffre d'affaires avec des bénéfices importants. C'est pour ça qu'elle fait des copies pour prolonger ses brevets, mais c'est aussi pour ça qu'elle cherche à élargir ses marchés. Et pour élargir les marchés, la meilleure façon, c'est de faire croire à l'existence de nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas auparavant. Pour résumer en une phrase, l'industrie ne trouve plus de nouvelles molécules, alors elle trouve des nouvelles maladies pour lesquelles, par miracle, ces anciennes molécules vont marcher. Autrement dit, elle élargit le marché de chaque molécule. Et ça, c'est la principale voie qui lui a permis de s'expandre dans les 15 dernières années. D'abord, vous comprenez que si chaque année on met peut-être pas 90%, mais 80% de médicaments inutiles et que ça dure depuis 40 ans, vous imaginez que sur les 4000 médicaments aujourd'hui dans le commerce, il y en a 80% qui ne servent à rien et dont quelques-uns comportent des risques. Et là, il y a un ménage à faire et j'espère que le gouvernement aura le courage de s'attaquer à ce problème. Parce qu'il y a deux types de médicaments inutiles. Le premier qu'on oublie toujours, et qui est le plus important, ces médicaments qui n'ont aucune activité, aucune efficacité, et qui ont été autorisés par les systèmes de contrôle français, parce qu'ils viennent pour l'essentiel des laboratoires français, et qui ne sont vendus qu'en France ou dans les pays du tiers-monde. Mais aucun des grands pays
occidentaux qui nous entourent, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, n'utilisent ces médicaments qui n'en sont pas. Il s'agit en quelque sorte d'une sorte d'aide indirecte, économique, à une industrie française qui s'est avérée malheureusement depuis 30 ans incapable d'inventer une molécule. J'ai fait le calcul, s'il y a 500 grandes molécules, pour simplifier, il y en a 5 de françaises, ou plutôt 3 d'ailleurs. Ça veut dire que la France est responsable de 1,5% à peu près des molécules importantes. Et tout le reste de ce qu'elle invente, ce sont des poudres de perlimpinpin qui coûtent cher à l'État. Alors le deuxième type de médicaments qui ne servent à rien, c'est les quasi-copies, les facsimilés des grandes molécules, qui sont le plus souvent des molécules américaines, suisses ou anglaises, que l'industrie met sur le marché pour relayer la mort de ses brevets. Mettez une molécule sur le marché, 8 ans après, le brevet est mort, n'importe qui peut la copier, elle ne peut plus la vendre. Il faut donc qu'au moment où elle perd son brevet, elle puisse mettre un nouveau médicament dont elle va nous jouer du violon et nous faire croire qu'il est remarquablement efficace. Elle va d'ailleurs obtenir des prix égaux ou quelquefois supérieurs aux copies. C'est le seul domaine où on voit les copies valoir plus cher que les originaux. Moyennant quoi, elle va pouvoir maintenir ses bénéfices. Selon les psychiatres à l'Organisation mondiale de la santé, 450 millions de personnes dans le monde souffrent d'un trouble mental. Plus de 3 fois les agglomérations de Tokyo, New York, Los Angeles, Londres, Paris, Mexico, Mumbai, Milan, Madrid, Toronto, Washington, Athènes, Melbourne, Hong Kong, Singapour, Rome et Berlin, combinés. Existe-t-il une telle quantité de malades mentaux? Ou est-ce tout simplement un bon coup de marketing? Au début de l'année 1999, aux États-Unis, la nouvelle selon laquelle une maladie faisait rage se propageait. Voici ce que l'on pouvait lire sur un poster. Vous rougissez, transpirez, tremblez, peut-être avez-vous du mal à respirer. Et son titre, imaginez être allergique aux gens. Cette maladie, c'était le trouble de l'anxiété sociale, SAD, ou SAD. On disait que 13,3% de la population américaine l'avait. Et pour découvrir de plus amples informations, les lecteurs étaient invités à contacter un groupe appelé l'Association du trouble de l'anxiété sociale. Ce dont on n'informa pas le grand public, c'est que l'association et la campagne avaient été créées par une agence de relations publiques et avaient été financées par une compagnie pharmaceutique. Plus tard dans l'année, alors que la campagne sensibilisait des millions de personnes à cette maladie précédemment inconnue, l'antidépresseur Paxil devint le premier psychotrope approuvé par la FDA pour le traitement du trouble de l'anxiété sociale. Des psychiatres tels que Jack Gorman de l'Université de Columbia et Maurice Stein de l'Université de Californie à San Diego furent embauchés pour être les porte-parole de la campagne publicitaire du Paxil. En l'espace de 3 ans, le Paxil passa de la 3e à la 1re place de sa catégorie de psychotropes. Plus tard, le directeur du produit Paxil se vanta. Le rêve de tout agent commercial est de trouver un marché non identifié et inconnu et de le développer. Nous avons réalisé ce rêve avec le trouble de l'anxiété sociale. Les concurrents du Paxil s'en étaient aperçus. La même année, Pfizer obtint l'approbation de la FDA pour lancer le Zoloft sur le marché, un antidépresseur censé traiter le trouble du stress post-traumatique. Pfizer a aussi embauché une firme de relations publiques pour établir son propre groupe psychiatrique de façade et a payé des psychiatres pour faire connaître ce trouble. Selon la campagne, 1 personne sur 13 souffre de ce trouble dans sa vie, c'est-à-dire tous ceux qui seraient les témoins d'un acte de violence, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement affligeant. À l'instar des ventes du Paxil, celles du Zoloft montèrent en flèche. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. On appelle cet usage « vendre des maladies », une expression qui fut définie ainsi par le défunt journaliste Lynn Payer. Essayer de convaincre des gens essentiellement en bonne santé qu'ils sont malades,
ou des gens qui sont légèrement malades qu'ils le sont gravement. À Madison Avenue, on accomplit cette vente de maladies au moyen d'une stratégie dans laquelle on lance des maladies. De la promotion des maladies mentales est faite, comme on le ferait pour des voitures, de la bière ou de la lessive. Vince Perry, le grand maître de cette stratégie à New York, a déclaré « Le domaine de guérison le plus enclin à accepter ce lancement de maladies, c'est celui de l'anxiété et de la dépression, car leurs symptômes physiques sont rarement mesurables et peuvent donc être définis conceptuellement. » Perry suggéra ensuite aux responsables 3 stratégies principales pour ce qu'il appela le développement de la création des maladies psychiatriques. Voici la première, rendre une condition plus importante ou amener le grand public à penser qu'un problème mental mineur ou passager est bien pire et bien plus répandu qu'il ne l'est vraiment. Avant l'introduction des antidépresseurs SSRI, même les psychiatres considéraient que la dépression ne touchait que 100 personnes sur 1 million. Depuis, on parle de 100 000 cas sur 1 million, un chiffre multiplié par 1000. Il en découle que 10% de la population américaine, quelques 27 millions de personnes, prennent des antidépresseurs, 2 fois plus qu'en 1996. Very good marketing that all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be, are now classified as, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. Un autre trouble psychiatrique, le trouble bipolaire, était aussi considéré comme rare, ne touchant qu'une personne sur 1000, lorsqu'il apparut dans le DSM-3. Aujourd'hui, on prétend qu'une personne sur 10 souffre de ce mal, soit 100 fois le chiffre d'origine. Le trouble bipolaire pédiatrique n'était même pas répertorié dans le DSM, lorsque le docteur Joseph Biderman, un psychiatre de Harvard, publia des études selon lesquelles les sautes d'humeur chez les enfants ne découlaient pas d'un comportement normal, mais de maladies mentales. La campagne commerciale de Biderman fut efficace. Rien qu'en 10 ans, le taux d'enfants chez lesquels un trouble bipolaire a été diagnostiqué a augmenté de 4000%. Mais ce qui n'a pas été révélé aux parents, c'est que 25 compagnies pharmaceutiques avaient financé les travaux du Dr Biderman. L'influence qu'elles ont eue dans cette recherche n'a été dévoilée qu'en 2008, lorsqu'une investigation du Sénat a révélé que le Dr Biderman n'avait pas déclaré plus d'1,6 million de dollars provenant de firmes pharmaceutiques. Mais ces révélations n'ébranlèrent aucunement la psychiatrie. Le trouble bipolaire pédiatrique est toujours accepté dans ce milieu. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. Not sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. Vendre des maladies, stratégie numéro 2. Redéfinir les conditions existantes. Cette tactique consiste à prendre un état d'esprit normal et à le reformuler pour en faire un trouble psychiatrique, qui doit être traité avec des psychotropes. Par exemple, la mélancolie hivernale, une condition mentale commune provoquée par le manque de soleil en hiver, est redéfinie par la psychiatrie en ces mots, le trouble affectif saisonnier, qui nécessite un traitement psychiatrique. Prenons un autre exemple, les émotions volatiles qu'éprouve une femme lors de la période menstruelle. Ceci a été transformé par la psychiatrie en trouble dysphorique prémenstruel, un trouble mental dont la découverte ne fut pas faite dans un laboratoire, mais dans le département de marketing du fabricant de psychotropes Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Vendre des maladies, stratégie numéro 3. La création de nouvelles conditions pour répondre à un besoin du marché.
Prenons par exemple le trouble de l'acheteur compulsif, dont la promotion fut faite par le psychiatre Jack Gorman. Gorman a déclaré qu'une récente étude avait souligné le fait que 20 millions d'Américains, dont 90% sont des femmes, pourraient avoir ce problème. Ce qu'il n'a pas révélé, c'est que cette étude fut financée par les laboratoires Forest, le fabricant de l'antidépresseur Celexa, et que Gorman était payé comme consultant par 13 firmes pharmaceutiques, dont Forest. La grande majorité des consommateurs n'ont jamais entendu parler du concept selon lequel on fait le marketing de maladies pour le profit. Mais dans les industries publicitaires et pharmaceutiques, c'est un fait notoire. En 2005, un rapport de Reuters Business Insight à l'attention des cadres d'une compagnie pharmaceutique stipulait que la capacité à créer de nouveaux marchés de maladies rapporte des milliards de dollars en vente de psychotropes. Et que dans les années à venir, on verrait plus de maladies créées et sponsorisées par les corporations. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We've become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. On peut alors se demander, quelqu'un remet-il en question cette augmentation de diagnostics très douteux et scientifiquement non prouvés? En avril 2006, le journal de médecine britannique a découvert le poteau rose lorsqu'ils ont publié une étude novatrice qui annonçait la découverte d'un nouveau trouble psychiatrique, le trouble du déficit de la motivation. Ce trouble, caractérisé par une léthargie et une réticence à travailler, était supposé être présent chez des millions de personnes. Après que les médias ont diffusé la nouvelle partout dans le monde, le journal a dévoilé la vérité. Cette étude faisait partie de leur édition du 1er avril, un poisson d'avril. Mais la blague avait prouvé que la vente de maladies marchait. Même ceux qui ne souffrent d'aucun trouble mental courent le risque de se voir prescrire un traitement psychotrope. Une étude publiée dans le journal de l'Association médicale américaine encourageait toute personne victime d'un accident de prendre des antidépresseurs pour prévenir la dépression, qu'ils soient déprimés ou pas. Il fut découvert plus tard que les auteurs de ces travaux avaient des liens financiers cachés avec le fabricant de l'antidépresseur Lexapro. Les psychotropes de prévention représentent la prochaine vague. Un expert a fait remarquer qu'on peut se faire une quantité illimitée d'argent en faisant le marketing de remèdes pharmaceutiques à des troubles. Mais on peut en faire plus en faisant le marketing de remèdes qui réduisent le risque d'attraper des maladies. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. À cause de ces campagnes qui vendent des maladies, 100 millions de personnes de par le monde prennent des psychotropes. Grâce aux psychotropes, l'industrie pharmaceutique engrange 150 000 $ toutes les minutes. Un groupe de protection aux patients a déclaré « On peut vendre des millions de dollars en médicaments, même s'ils sont nocifs, si on a la bonne campagne de marketing. » Ce qui soulève la prochaine question. Si ces campagnes de maladies mentales créent l'illusion que les maladies mentales sont omniprésentes, dans quelle mesure les psychotropes qu'elles promeuvent sont-ils inoffensifs? Et sans détour, Marie-Monique Robin répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, prix Albert Londres. Vous êtes l'auteur d'un livre et d'un documentaire, Le Monde selon Monsanto, du nom du groupe américain qui est leader mondial des OGM. Les élus UMP disent donc que Monsanto exerce des pressions très fortes sur ses parlementaires pour que ce projet de loi soit enterré. Comment est-ce possible? C'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que tout au long de mon enquête, je me suis rendu compte qu'ils étaient très forts pour faire des pressions et du lobbying. Ils sont même, on m'a dit aux États-Unis, champions nationaux dans ce sport, donc c'est pas du tout étonnant. L'enjeu est énorme. L'enjeu, c'est de s'emparer des semences de ce pays. Donc c'est un énorme enjeu économique. Ils sont leaders mondiaux, il faut le rappeler, sur les OGM, le maïs, le colza, le soja, le coton et autres, et puis des pesticides également. Voilà, ils produisent 90% des OGM qui sont cultivés aujourd'hui sur la planète appartiennent à Monsanto. Il faut bien comprendre que ces OGM qui existent, pas ceux qu'on nous n'existe pas pour l'instant, sont des OGM pesticides. C'est d'ailleurs le mot qu'avait employé une fois Nicolas Sarkozy. Hein. C'est-à-dire, soit ils ont été manipulés génétiquement pour pouvoir absorber du Roundup, un herbicide, n'est-ce pas,
très toxique par ailleurs. Et très utilisé par les jardiniers. Ouais. Moi, j'ai découvert qu'il n'était pas biodégradable, bon pour l'environnement, il est cancérigène, etc. Soit ils ont été manipulés pour fabriquer une protéine insecticide, c'est le fameux Mon 810 qui pour l'instant donc est interdit ici, hein, et qui est aussi Monsanto. Ça n'a pas été testé, c'est-à-dire que ces plantes transgéniques pesticides devraient l'être comme des pesticides, c'est-à-dire au moins faire des tests d'au moins 2 ans. Les OGM qui existent aujourd'hui dans les champs ont été testés au maximum sur 3 mois. C'est-à-dire qu'on ne peut évaluer vraiment au maximum les effets aigus, vous voyez, toxiques aigus, mais pas les effets chroniques que ça peut provoquer sur nous, sur notre organisme. Mais si Monsanto a fait main basse sur 90% des brevets, puisque tout ça est réglementé par des brevets, il faut obtenir des brevets, est-ce que nous, la France, on ne s'est pas un peu tiré une balle dans le pied? Ça veut dire qu'on a pris tellement de retard, que les Américains ont pris tellement d'avance, que du coup, nous, on n'a plus les moyens de contrôler quoi que ce soit. Oui, le problème c'est que les OGM tels qu'on nous les présente, je dis bien ceux qu'on nous présente, hein, les OGM pesticides, on n'en a pas besoin, c'est tout. C'est aussi dans l'agriculture, on n'en a pas besoin. Oui, et je suis très inquiète de voir comment, enfin la tournure que semble prendre ce débat là, qui vient de commencer aujourd'hui. Je veux dire que si cette loi passe, c'est grave pour les agriculteurs. Moi je suis fille d'agriculteur, je le revendique. Dans les Deux-Sèvres, j'ai étudié dans les Deux-Sèvres. Les agriculteurs qui croient que ça va baisser la consommation d'insecticides, eh bien ils se trompent. Il y a des études qui viennent de sortir, on peut avoir du recul, il faut en profiter. Hein. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur le marché dans d'autres contrées du monde. Eh bien ce n'est pas vrai, les insectes deviennent résistants. Et donc il faut de toute façon à un moment ou à un autre utiliser des pesticides. Et c'est grave pour les agriculteurs biologiques qui vont perdre leur label parce que le maïs va évidemment se polliniser comme il fait, c'est la nature, et puis il y aura une contamination, ils vont perdre leur label, et il y a une demande énorme pour des produits bio. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Qui va être responsable de cette contamination? Et puis la dernière chose, c'est qu'ils n'ont pas été testés, donc on ne sait pas ce que ça fera sur nous à terme. C'est absolument, enfin, quand je vois ce qui se passe, je veux dire, la demande qu'il y a actuellement dans ce pays pour des produits bio, pour une agriculture plus saine, etc., ne pas écouter ces voix-là, que moi j'entends sur, vous savez, mon film a provoqué un énorme buzz, eh bien c'est un déni, moi j'appelle ça un déni de démocratie. Merci beaucoup Marie-Monique Robin d'avoir répondu à nos questions donc sur ce débat sur les OGM. Allons enfants de la patrie, ta République est en danger. Un vent d'Orient souffle par ici, balayant ta laïcité. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous, reprends confiance. Allons enfants de la patrie,